Attention, cette vidéo complète celle de la Real Squad sur la série She-Ra. Il est conseillé de les regarder avant ou après le visionnage de cette critique, qui contient bien sûr des spoilers sur la série. Sur ce, bonne vidéo à vous. C'est parti pour le bilan de la saison 5 de She-Ra. Et celle-là, je vais pas la critiquer, je vais la démolir. En commençant par Catra. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans le bilan de la saison 3? Que Catra avait atteint le point de non-retour, que tous ses liens avec Adora étaient brisés, et que rien ne pouvait la ramener dans la lumière? En fait, non. Amour et conte de fées. Après, je vais admettre que j'ai souri à ce moment-là, car je vous rappelle que j'étais pour un couple Adora-Catra en saison 1. Mais je le répète, j'étais pour en saison 1. Dans la saison 1, les rapports entre ces deux-là étaient encore assez ambigus pour que toutes les options restent possibles, que ce soit du côté de leur choix de faction ou de leurs sentiments. Mais l'épisode 11 de la saison 1 et tout ce qui a suivi a clairement montré le chemin que les scénaristes ont choisi pour Catra. Le chemin du pouvoir au sein de la Horde, où elle a grimpé les échelons saison par saison, en sacrifiant au passage ses liens d'amitié avec les recrues, Scorpia et Entrapta. Tandis que sa frustration de plus en plus grande envers Adora la conduisait à devenir de plus en plus radicale dans ses méthodes pour tenter d'obtenir une victoire contre elle, y compris la destruction du monde. Mais dans cette saison 5, on nous apprend que tout ce que voulait Catra, c'est l'amour d'Adora. Eh ben, c'est l'histoire d'amour la plus glauque de l'histoire des fictions. Et Adora a un gros syndrome de Stockholm. C'est soit ça, soit les masseucistes. Ou soit les scénaristes ont été remplacés par la gamine de la productrice qui a pris My Little Pony au pied de la lettre. Dans tous les cas, c'est juste n'importe quoi la façon dont cette romance est amenée. Pour que ça passe et ne donne pas l'impression d'être une mauvaise fanfiction, il aurait fallu soit préparer ça bien plus en amont, par exemple montrant que durant son ascension, dans l'ordre des sites, Catra avait des regrets, une remise en cause de ses choix et que sa jalousie envers Adora et son ambition dissimulaient une envie de se montrer digne d'être à ses côtés. Et que ses sentiments affectaient l'efficacité de Catra au sein de la Horde, ce qui aurait peut-être été un meilleur prétexte pour son bannissement par Hordak à la fin de la saison 2 que cette histoire de mensonge ou ses échecs plats si flagrants que ça à battre l'Alliance. Ou alors, il aurait fallu prendre bien plus de temps pour raconter cette rédemption et cette histoire d'amour que les 13 épisodes de la saison 5, qui devaient également introduire le boss de fin, ses motivations, le combat entre la résistance et un véritable empire galactique, le sauvetage Scintilla, la récupération de ses pouvoirs de She-Ra par Adora, car je rappellerai que Adora avait sacrifié son statut de She-Ra dans le final de la saison 4 pour arrêter Grand Espoir. Adora n'avait donc plus de pouvoir, faisant d'elle une sorte de poids mort pour l'Alliance, renforçant le suspense de leur lutte contre la Horde galactique, et obligeant Adora à trouver un nouveau rôle à jouer au sein de cette histoire. En fait, non. Car dans l'épisode 5, où se déroule en parallèle le pire plan de sauvetage de l'histoire des fictions, Makepeace, très joli sauvetage, du bon travail. Adora obtient une nouvelle transformation grâce au pouvoir de l'amour et conte de fées. En plus de tout ça, on doit terminer le développement des princesses et des romances, y compris celles qui sortent de nulle part. Non mais sérieusement, le couple Scorpia-Jasmine sort complètement nulle part. C'est vraiment une fanfiction à ce stade. Ainsi qu'introduire une mascotte utile seulement dans l'épisode où elle est introduite. On ajoute un tas d'autres retcons sur Mara, qui faisait partie d'une résistance au fondateur, sur un dispositif neutralisant le cœur d'Eteria, ainsi que tout enjeu grammatique potentiel, et sur la puissance de Netosa et Tournelle, beaucoup trop puissante pour des princesses non liées à un cristal. En tout cas, à ma connaissance. Vous croyez vraiment qu'on a le temps de développer tout ça en 15 épisodes? En fait, non. Et histoire d'en être totalement sûr, on assiste au retour de l'ennemi numéro 1 de She-Ra, la perte de temps. L'épisode 4 ne sert à rien, sauf à introduire 3 personnages qui ne serviront à rien dans la suite de l'histoire. C'est exactement pareil pour l'épisode 8, où le groupe doit faire un détour pour aller chercher la mascotte, pour passer un blocus que She-Ra aurait très bien pu passer toute seule. Sans compter les longueurs que se tapent tous les épisodes, car on peut parfaitement se le permettre dans la dernière saison de la série. Et encore, je n'ai même pas encore parlé de Horde Prime. Celle de la Horde galactique, composée de droïdes et de clones de lui-même, Horde Prime souhaite imposer la paix dans l'univers en le remodelant son image. Moi, il me rappelle quelqu'un. Je pensais la même chose. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Horde Prime appartient à la catégorie de méchants qui représentent le mal absolu, tels que Lord Darkar de Winslove ou Palpatine dans Star Wars. C'est d'ailleurs assez marrant qu'ils finissent exactement comme ce dernier. Et je n'ai rien contre ce genre de méchants manichéens. Des ambiguïtés comme Catra et Ténébra, c'est bien, mais revenir au grand classique de temps en temps peut être pertinent, si cet archétype est bien utilisé. Pas comme dans une autre licence de Magical Girl.
Ce qui est à moitié le cas de Hot Pram qui instaure convenablement une menace tangible à travers son armée et la possession de plusieurs personnages. J'aime aussi tout le côté malsain qui se dégage de lui. Le hic, c'est que Hot Pram il se montre parfois un peu con. La condescendance dont il s'éprouve passe encore, mais il se fait quand même avoir plusieurs fois de façon grossière par les héros. Sans compter qu'il apporte aussi son lot d'incohérences, en particulier la façon dont il tente de contrôler le cœur des terriens pour détruire l'univers, ça veut dire aussi la Terre. En se passant le Sierra qui est pourtant la clé, le moteur, le canon, autrement dit le cœur du système des terriens. À moins que la technologie des fondateurs soit créée facile à pirater. On va dire ta gueule c'est magique. Attendez, c'est mieux, ta gueule c'est une fanfiction. Quoi qu'il en soit, Zerland a-t-il réussi à trouver des points positifs dans cette saison 5? Oui, quelques-uns. J'ai apprécié le final de cette saison, et la conclusion qu'il apporte aux personnages, y compris Catra et Adora, et le sacrifice final de Ténébra. On prend aussi, même si c'était un peu tard, le temps de développer un peu Netosa et Tournelle, le faux Horda qui est pas mal dans son genre, l'ambiance Star Wars qu'on essaie d'instaurer, et l'animation qui atteint son top niveau, un peu comme si les animateurs avaient essayé de compenser le scénario catastrophique en nous en mettant plein les yeux. Finalement, cette saison 5 de She-Ra, par son ruissage et ses incohérences flagrantes, a été un beau gâchis, mais pas non plus la pire fin de série que j'ai vue. D'ailleurs, les faits les plus énervants, plus décevants, plus ta gueule c'est magique, et même plus inachevé. Et j'ajouterai que peu importe les défauts de cette saison 5, je garderai le même avis sur les 4 premières saisons. Maintenant, il va falloir s'occuper de préparer le bilan final avec Daria Squad. Faudrait aussi commencer à s'occuper sérieusement de My Little Pony.